Au petit matin, alors que Paris luttait encore pour s'éveiller, le soleil tombait sur l'asphalte comme une malédiction qui se répétait chaque jour. L'air portait l'arôme piquant de la fumée des camions et des croissants brûlés des boulangeries, tandis que la ville rugissait avec les klaxons et les pas pressés de ceux qui couraient vers leur destination. Sur le bord du trottoir, pieds nus et vêtus d'une robe délavée par des années d'utilisation, une fillette d'à peine 12 ans se déplaçait avec une détermination qui défiait sa fragilité. Elle s'appelait Marie-Isabelle, bien que tout le monde la connaisse simplement sous le nom de Chapita, en raison de son habitude de collectionner les capsules de bouteilles depuis qu'elle était petite. Elle avait l'élégance délicate de quelqu'un qui avait grandi trop vite, comme si la vie l'avait obligée à devenir adulte avant l'heure. Ses petites mains brunes tenaient fermement une boîte en plastique usée, remplie de bonbons et de sucettes, qu'elle offrait aux conducteurs au feu rouge. La plupart ne la regardaient même pas. Certains remontèrent les vitres avec indifférence, mais elle ne cessait jamais de sourire. Ce sourire était tout ce qui lui restait depuis que sa mère, Madame Élise, était partie de ce monde il y a 2 ans. Élise Martin avait été une de ses enseignantes spéciales, de celles qui restent après les cours pour aider l'enfant qui ne comprend pas les devoirs, de celles qui utilisent leur propre argent pour acheter des fournitures aux élèves qui n'en ont pas. Une enseignante de vocation, pas de profession, et quand son moment de partir est arrivé, la seule chose qu'elle a laissée était sa petite fille et un cœur infini de souvenirs. Isabelle avait hérité de plus que la pauvreté de sa mère. Elle avait hérité de son courage, de son sourire inébranlable et d'un petit collier qu'elle ne quittait jamais. Un pendentif en bois sculpté en forme de feuille, usé par le temps, mais chargé de sens. « C'est d'un de mes élèves », lui avait dit sa mère une fois, caressant le collier avec tendresse. « Il me l'a donné quand j'étais très jeune. Il m'a dit que les feuilles sèches tombent pour faire de la place à la nouvelle. Fille, ça me rappelle pourquoi j'ai décidé d'être enseignante. » Les jours passaient lentement pour Isabelle. Elle se levait avant l'aube, préparait sa boîte de bonbons et sortait dans les rues pour chercher ce dont sa tante Carmen, une femme plus âgée qui l'avait accueillie, avait besoin pour entretenir la petite maison aux murs écaillés. La vie était simple mais dure. Vendre des bonbons le matin, aider à la maison l'après-midi et rêver des histoires que sa mère lui racontait avant de dormir. C'était un matin comme les autres, jusqu'à ce qu'une voiture noire de luxe s'arrête, brusquement à quelques mètres d'elle. De la vapeur s'échappait du capot, sifflant comme un serpent en colère, et l'homme au volant descendit en jurant à voix basse. Il portait un costume parfaitement coupé. Sa montre-bracelet coûtait probablement plus que tout ce qu'il y avait dans le quartier d'Isabelle. Mais la voiture l'avait trahi, et avec elle, son orgueil. « Surchauffe », dit Isabelle en s'approchant, sans crainte, sa boîte de bonbons balançant dans une main et son sourire spontané illuminant son visage. Il la regarda surpris par son audace. Il s'attendait à tout, sauf à ce qu'une fillette pieds nus lui propose son aide. « Vous vous y connaissez, en voiture ?» demanda-t-il plus amusé qu'agacé. « Mon oncle avait un garage », mentit Isabelle, souriant avec ses dents imparfaites. C'était un pieux mensonge, né du besoin et du désir d'aider. « J'ai vu pire. Ouvrez, monsieur. » Il hésita un instant, observant la petite avec curiosité. Ses mains d'enfant semblaient fragiles pour comprendre la mécanique d'un moteur coûteux, mais il y avait quelque chose dans son regard, une étincelle d'intelligence et de détermination qui l'intrigua. Finalement, il fit ce qu'elle lui demandait. Isabelle jeta un coup d'œil au moteur avec la naturalité de quelqu'un qui avait observé les voisins réparer leur vieille voiture dans la rue. Elle toucha un tuyau, observa le niveau d'eau et fit un diagnostic qui ressemblait plus à une intuition inspirée qu'à des connaissances techniques. Radiateur. La bride s'est sûrement desserrée. Je peux vous apporter de l'eau pour le refroidir si vous me faites confiance. Ce sourire, avec des dents de travers et tout, avait quelque chose de pur, quelque chose de familier qu'il n'arrivait pas à situer. Il hocha la tête sans savoir pourquoi. Pendant qu'elle courait vers l'épicerie du coin, il l'observait. Des jambes maigres qui semblaient danser sur le pavé, des cheveux emmêlés par le vent, un rebond dans ses pas comme si la vie ne lui avait pas encore volé l'esprit. Elle avait l'air si petite, courant avec détermination, si pleine de vie, malgré l'évidente pauvreté. Elle revint avec une bouteille d'eau qui était presque de sa taille, haletante mais rayonnante de satisfaction. Pendant qu'elle la versait dans le moteur avec soin, il demanda « Comment vous appelez-vous »
Isabelle. Marie-Isabelle. Mais tout le monde m'appelle Chapita. Et vous habitez par ici? Elle hocha la tête. À 2 pâtés de maison, derrière le marché de Monsieur Fernand. C'est alors qu'il le remarqua. Un petit collier autour de son cou, un simple pendentif en bois sculpté en forme de feuilles délicates. Usé par le temps, terne, mais soigneusement entretenu. Son cœur s'arrêta. Il connaissait ce pendentif. Il l'avait vu des milliers de fois. Il l'avait touché de ses propres mains quand il n'était qu'un enfant misérable et oublié. C'était un cadeau pour la seule personne qui avait cru en lui, sa professeure de 7e, mademoiselle Élise. Elle le portait tous les jours, disant que cela lui rappelait la résistance de la nature. Même les feuilles sèches tombent pour faire de la place à la nouvelle vie, lui avait-elle dit une fois. Cette époque était un souvenir flou de faim, de solitude et de chaussures trouées. Il s'appelait Ricardo Mendes à l'époque, un enfant invisible au fond de la classe, dont l'existence semblait déranger le monde. Sa mère travaillait 18 heures par jour à nettoyer des bureaux. Son père avait disparu avant qu'il ne puisse se souvenir de lui. L'école était son refuge, et mademoiselle Élise était son ange gardien. Un jour, après que d'autres enfants se soient moqués de lui parce qu'il portait la même chemise toute la semaine, mademoiselle Élise l'avait emmené à l'écart. Avec des mains chaudes et des mots encore plus chaleureux, elle avait retiré son collier en bois et le lui avait mis. « Pour que tu te souviennes que tu es spécial », lui avait-elle chuchoté. « Les feuilles tombent, mais elles reviennent toujours. Tu es né pour quelque chose de grand. » Ces mots l'avaient accompagné à travers des années terribles, puis à travers des succès impensables. Il avait étudié avec des bourses, travaillé dès l'âge de 14 ans, lutté comme un lion pour sortir du trou. Il était maintenant propriétaire de 3 entreprises, avait des maisons à Neuilly et à Saint-Tropez, tenait des comptes bancaires qui auraient semblé imaginaires pour cet enfant affamé. Mais il n'avait jamais revu mademoiselle Élise. La vie l'avait emmené loin, à travers des défis entrepreneuriaux, des pertes familiales et la réussite financière. Mais ces mots ne l'avaient jamais abandonné. Tu es né pour quelque chose de grand. Chaque décision importante, chaque moment de doute revenait à ces mots. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il d'une voix tremblante en pointant le collier. Isabelle serra le pendentif de manière protectrice, comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux au monde. C'était à ma maman. Elle ne l'enlevait jamais. Elle disait qu'un élève le lui avait donné quand elle était enseignante. Elle disait que ça lui rappelait pourquoi elle avait choisi d'enseigner. Il s'agenouilla. Les larmes jaillirent sans prévenir, comme un torrent qui avait été contenu pendant des décennies. Sa respiration se coupa, alors que le passé s'écrasait sur le présent avec la force d'un tremblement de terre émotionnel. « Votre mère s'appelait Élise ?» Isabelle hocha la tête, ses yeux se remplissant d'inquiétude en voyant cet homme, adulte, élégant et prospère, s'effondrer devant elle. « Élise Martin. Elle est décédée il y a 2 ans. » Il ne pouvait pas respirer. Son cœur se brisa et se guérit en même temps, comme si tous les morceaux de son passé trouvaient enfin leur place. L'univers avait joué un tour cruel et magnifique. « J'étais cet élève », murmura-t-il d'une voix brisée. Elle le regarda, confuse, sans comprendre l'ampleur de l'instant. « Je lui ai donné ce collier quand je n'avais rien. Elle m'a tout donné. Votre mère m'a sauvé la vie. » Le silence s'étendit entre eux, lourd du poids des décennies. Les voitures passaient, la ville continuait sa danse chaotique, mais ils étaient suspendus dans une bulle temporelle, où le passé et le présent s'étaient fusionnés de la manière la plus impossible et improbable. « Je dois y aller », bégaya soudainement Isabelle, accablée par l'intensité du moment, tenant sa boîte de bonbons et s'enfuyant en courant. « Attends !» cria-t-il, mais elle disparut dans les ruelles, pieds nus comme une brise de souvenirs. Ricardo ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, il retourna dans le quartier le lendemain. Il trouva la petite maison avec la peinture écaillée et la porte tordue. Il frappa avec un mélange de nervosité et de détermination. Une femme âgée ouvrit la porte. Les yeux fatigués mais vifs examinèrent l'étranger en costume coûteux. « Je suis la tante d'Isabelle », se présenta-t-elle prudemment. « Carmen Ramos. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Elle a cru que vous étiez fou. Je veux aider, dit-il simplement. Carmen fronça les sourcils. Beaucoup de gens disent ça. Ricardo s'écarta,
ouvrit le coffre de sa voiture et lui montra la boîte qu'il gardait depuis des années. Des documents, des photographies de l'école d'Élise, la note originale qu'elle lui avait écrite quand elle lui a accordé une bourse, des lettres qu'il avait conservées, la preuve de qui elle était, la preuve de ce qu'Élise était pour lui. Élise a élevé cet enfant seule, murmura Carmen, son expression s'adoucissant. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle est décédée en travaillant la nuit dans une blanchisserie pour payer l'école. De l'enfant. Je lui dois tout, dit Ricardo avec une sincérité absolue. La femme fit un pas en arrière et le laissa entrer. Isabelle était sur le canapé, blottie contre son collier serré dans son poing. Elle leva les yeux, surprise et timide. « Je suis désolée de vous avoir fait pleurer, dit-elle doucement. « Non, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur. Tu ne m'as pas fait pleurer. Tu m'as rappelé qui j'étais, qui je suis encore, qui je veux encore être. » Elle le regarda, incertaine, comme un faon prêt à s'enfuir à nouveau. Quels autres défis devraient-ils affronter ensemble pour honorer la mémoire d'Élise? « Je veux t'aider. L'école, la maison, l'avenir, tout ce dont tu as besoin. Non, pas parce que j'ai pitié de toi, mais parce que j'ai aimé ta mère et je veux l'honorer. » Isabelle se mordit la lèvre, les yeux remplis de larmes non versées. Elle disait que son plus grand regret était de ne pas savoir ce qu'était devenu son élève préféré. « Elle n'a jamais cessé de penser à moi, dit-il, et je n'ai jamais cessé d'avoir besoin de ces mots. » Cet après-midi-là, il l'emmena déjeuner dans un petit restaurant du quartier, soucieux de ne pas l'éloigner trop de sa zone de confort. Ils parlèrent pendant des heures, de livres, de rêves, de la vie. Elle lui raconta comment sa mère écrivait des histoires le soir, espérant un jour publier un livre. Elle parla de la façon dont Élise lisait des histoires à haute voix, créant des voix différentes pour chaque personnage, comment elle illuminait la petite pièce avec son imagination. Ricardo promit de faire publier ses histoires. Il promit beaucoup de choses, mais surtout il promit d'être présent. Les semaines suivantes apportèrent des changements qui semblaient sortis d'une des histoires d'Élise. Isabelle retourna à l'école, dans une institution privée mais modeste, avec des vêtements propres et de nouveaux livres. Ricardo avait insisté pour qu'elle maintienne l'équilibre, respectant sa culture mais lui assurant des opportunités. Mais elle gardait l'ancien collier, symbole d'un héritage qu'on ne pouvait pas acheter. La voix de sa mère résonnait dans ses oreilles chaque fois qu'elle hésitait. « Tu es spéciale, ma puce. Tu es née pour quelque chose de grand. » Et Ricardo, l'homme qui n'avait rien eu et qui devait tout à une enseignante, se réveillait, maintenant chaque jour en sachant qu'il restituait enfin ce qui ne pourrait jamais être véritablement remboursé. Lorsqu'il fut question du lycée, un obstacle apparut que personne n'avait anticipé. Isabelle avait été impressionnée par la générosité de Ricardo, mais aussi dépassée. Un soir, après le dîner, elle regarda son bienfaiteur avec des yeux remplis de larmes. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Tous les enfants du quartier ont besoin de ce que vous me donnez. Mon ami José n'a même pas de chaussures. La fille de Madame Marie n'a pas mangé de viande depuis des semaines. Pourquoi moi? Mais que se passerait-il quand Isabelle découvrirait que son histoire n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand? » Ricardo sentit le poids de la question. Dans le passé, il aurait répondu avec une logique commerciale, expliquant l'impossibilité d'aider tout le monde. Mais la voix d'Élise résonna dans sa mémoire. Les enseignants n'enseignent pas seulement des leçons, ils enseignent des valeurs. Tu as raison, admit-il, mais parfois, aider une personne, c'est le début d'aider beaucoup. C'est alors qu'il prit une décision qu'il n'avait pas prévue. Il décida de créer une fondation en l'honneur d'Élise, axée sur la fourniture d'une éducation et d'opportunités aux enfants du quartier. Isabelle serait non seulement une bénéficiaire, mais aussi une ambassadrice. Une démonstration vivante que les opportunités peuvent changer les destins. Isabelle se sentit dépassée, mais aussi inspirée. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, elle sentit qu'elle avait un but plus grand que la survie. Un jour, alors qu'ils organisaient les documents de la fondation, Isabelle trouva parmi les papiers de Ricardo une vieille photo jaunie. C'était une photo de groupe scolaire, et au centre, une jeune enseignante souriante. Sa mère, Élise. « Elle », indiqua-t-elle avec émotion. « Oui, ta mère en 1982. Je suis cet enfant maigre au fond, avec la chemise trop grande. » Isabelle regarda la photo, trouvant dans l'enfant timide du passé l'homme prospère du présent. Pour la première fois, elle comprit vraiment l'ampleur de la transformation. Elle disait toujours qu'un enseignant ne sait jamais vraiment l'impact qu'il a.
murmura Isabelle, caressant la photo. Elle était sa préférée, admit Ricardo. Elle avait cette façon de vous montrer des possibilités quand tout semblait impossible. Mais la transition vers sa nouvelle vie ne fut pas facile pour Isabelle. L'école privée l'intimidait. Les camarades de classe, des enfants de familles aisées, la regardaient parfois avec curiosité ou dédain. Elle se sentait piégée entre deux mondes, n'appartenant parfois à aucun. Un après-midi, elle rentra en pleurant. Carmen la trouva cachée dans sa chambre. « Je n'y arrive pas », sanglota-t-elle. « Les enfants riches me regardent, comme si j'étais un objet de charité. Les enfants du quartier me disent que je ne suis plus des leurs. Je n'ai pas ma place. » Carmen l'embrassa, ressentant la douleur qu'elle-même avait expérimentée si souvent dans sa propre vie. Quand Ricardo vint ce soir-là pour dîner, il apprit la crise. Isabelle ne descendit pas de sa chambre. « Parfois, lui dit Carmen, les bénédictions sont plus difficiles à porter que les malédictions. » Ricardo comprit. Il s'était tellement concentré sur le changement de la vie d'Isabelle qu'il n'avait pas envisagé le coût émotionnel du changement. Il monta la chercher. Il la trouva recroquevillée sur le lit, tenant une photo de sa mère. « Je peux m'asseoir ?» demanda-t-il gentiment. Elle ne répondit pas, mais fit de la place. « Quand j'étais enfant, commença-t-il, après que votre mère m'ait accordé la bourse, je me sentais moi aussi comme si je n'appartenais à aucun endroit. Les enfants riches me regardaient de haut. Les enfants de mon quartier me disaient que je me prenais pour quelqu'un de mieux. C'est difficile d'être le pont entre deux mondes. » Isabelle le regarda pour la première fois. « Mais votre mère m'a appris quelque chose d'important. Elle m'a dit qu'appartenir ne consiste pas à s'intégrer parfaitement à un endroit. C'est de porter le meilleur de là d'où tu viens et de l'utiliser pour faire une différence là où tu vas. »« Comment ?» demanda Isabelle d'une petite voix, sans jamais prétendre être quelqu'un d'autre. « En étant fièrement qui tu es, et en utilisant ton expérience pour aider les autres à surmonter les mêmes difficultés. » Isabelle se moucha dans la manche de son nouveau pull. « C'est difficile. »« Je sais, mais votre mère n'a jamais choisi la facilité. Elle a choisi ce qui était juste. » Cette conversation devint un tournant. Isabelle décida qu'elle n'essaierait pas de s'intégrer complètement dans l'un ou l'autre des deux mondes. Au lieu de cela, elle deviendrait un pont. L'école, elle commença à parler de ses expériences, éduquant ses camarades sur la réalité du quartier. Certains répondirent avec une curiosité et un intérêt sincère. D'autres restèrent méprisants, mais elle apprit à ne pas se laisser affecter. Dans le quartier, elle commença à faire du bénévolat, en donnant des cours de soutien scolaire aux plus jeunes, avec ses nouvelles compétences. Elle montra que ces opportunités ne l'avaient pas séparée de sa communauté. Elle l'avait encouragée à élever les autres. La transformation fut progressive mais profonde. Isabelle commença à briller d'une confiance qui vient de la connaissance de son but. Ricardo observa cette évolution avec fierté et soulagement. La petite fille était en train de devenir non seulement une personne qui réussissait, mais aussi une leader. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur les plans de la fondation, Isabelle fit une suggestion qui le prit par surprise. « Monsieur Ricardo, et si nous faisions un jardin commémoratif pour ma mère à l'école où elle enseignait, un endroit où les enseignants et les élèves actuels pourraient venir réfléchir à l'impact qu'ils peuvent avoir. » L'idée était magnifique. Ricardo réalisa qu'Isabelle n'était plus seulement une bénéficiaire de l'aide, elle devenait une participante active pour honorer l'héritage de sa mère. Mais alors qu'il planifiait le jardin, un défi inattendu apparut. Le directeur de l'école où Élise avait enseigné se montra réticent. « Le bâtiment était ancien, expliqua-t-il, et tout projet de construction nécessiterait des permis importants et de l'argent. » Isabelle se sentit dévastée. C'était sa façon d'honorer sa mère et maintenant, cela semblait être bloqué par la bureaucratie. « Parfois, lui dit Ricardo, les projets importants nécessitent de la patience et de la persévérance, mais il ne faut jamais abandonner. » Ils décidèrent d'adopter une approche différente. Au lieu de passer immédiatement par les canaux officiels, ils commencèrent par de petits actes. Isabelle se rendait régulièrement à l'école, apportant des fleurs pour l'entrée. Ricardo donnait discrètement du matériel pour les réparations. Lentement, leur présence devint familière. Les enseignants commencèrent à reconnaître Isabelle comme la fille d'Élise. Les élèves écoutèrent son histoire, celle de la jeune fille qui avait reçu des opportunités et qui redonnait. Une enseignante, Madame Mendoza, était une amie d'Élise.
Lorsqu'elle apprit ce qu'Isabelle et Ricardo essayaient de faire, elle se porta garante en interne. Élise a toujours rêvé d'avoir un endroit où l'éducation pourrait littéralement fleurir, leur dit-elle. Elle dessinait des croquis de salles de classe jardin où les enfants pourraient apprendre au milieu des plantes. Avec l'aide de Madame Mendoza, ils obtinrent l'autorisation d'un projet pilote. Un petit coin de l'école où ils pourraient planter quelques fleurs et installer un simple banc avec une plaque. Le jour où ils installèrent le mémorial d'Élise fut émotionnellement intense. Isabelle, Carmen, Ricardo et plusieurs anciens élèves d'Élise se réunirent autour du petit jardin. Pendant qu'Isabelle lisait des passages de l'un des poèmes préférés de sa mère, Ricardo remarqua quelque chose de beau. D'autres personnes s'arrêtaient pour observer. D'anciens élèves qui se souvenaient d'Élise vinrent partager leurs souvenirs. Des élèves actuels posèrent des questions sur la femme à qui cet hommage était rendu. « Elle continue d'enseigner », murmura-t-il à Carmen. Mais le moment qui allait le plus changer la vie d'Isabelle était encore à venir. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû devenir le pont entre deux mondes différents? Racontez-nous votre expérience. Dans les commentaires. Après la cérémonie, alors que tout le monde conversait et partageait des histoires, une femme âgée s'approcha d'Isabelle. Elle était élégamment vêtue, mais avait des yeux bienveillants qui semblaient familiers. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre collier. » La main d'Isabelle vola de manière protectrice vers le pendentif en bois. « Mon petit-fils décrivait exactement ce collier. Il a dit que sa maîtresse le lui avait donné quand il était petit, que ça lui avait changé la vie. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent. « Son petit-fils » ? Ricardo Mendes. « Mais bien, sûr vous le connaissez. C'est lui qui vous a aidé. » Isabelle sentit le monde basculer. « Vous êtes la grand-mère de Monsieur Ricardo ?» La femme sourit, des larmes se formant dans ses yeux. « Je suis Esperanza Mendez, et votre mère n'a pas donné qu'un collier à mon petit-fils, mais aussi de l'espoir. » Isabelle appela Ricardo, qui s'approcha rapidement. Quand il vit la femme, son visage pâlit, puis se remplit d'émotion. « Grand-mère » soupira-t-il. Ils s'embrassèrent, et Isabelle se rendit compte qu'elle assistait à encore plus d'histoires qui se rejoignaient. « Mon chéri, » dit Esperanza à travers ses larmes, « je n'ai jamais pu remercier comme il se doit l'enseignante qui t'a sauvé, mais maintenant, je peux remercier sa fille. » La réunion fut magnifique, mais aussi accablante. Isabelle apprit qu'Esperanza avait cherché des moyens de retrouver Élise pendant des années, voulant exprimer sa gratitude. Elle avait commencé un petit fonds de bourse dans son quartier, aidant les jeunes à accéder à l'éducation, inspirée par ce qu'Élise avait fait pour Ricardo. « Mais je n'ai jamais su comment la retrouver », expliqua Esperanza. « Et puis aujourd'hui, en écoutant parler de ce mémorial, j'ai su que je devais venir. » Pendant qu'il parlait, un plan commença à se former. Le petit fonds de bourse d'Esperanza, combiné aux ressources de Ricardo et au plaidoyer croissant d'Isabelle, pourrait devenir quelque chose de significatif. « Nous pourrions créer un réseau », suggéra Isabelle, ses yeux s'illuminant d'émotion. « Des enseignants qui ont fait la différence, des élèves qui ont aidé, des familles qui veulent rendre l'appareil. Le tout connecté par des histoires comme les nôtres. » Ricardo sentit la fierté gonfler dans sa poitrine. Isabelle ne faisait pas que suivre l'héritage de sa mère. Elle l'étendait, créant quelque chose d'encore plus puissant. Mais alors qu'ils quittèrent l'école ce jour-là, Isabelle semblait silencieuse et pensive. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» demanda Carmen. « C'est juste, ça devient si grand, » dit Isabelle. « Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas suffisante pour tout porter. » Ricardo s'arrêta. « Isabelle, regarde-moi. » Elle se tourna, les yeux incertains. « Votre mère n'a pas changé ma vie parce qu'elle était parfaite ou parce qu'elle avait des pouvoirs spéciaux. Elle l'a changée parce qu'elle était présente, tous les jours, avec un cœur rempli d'amour et des mains prêtes à travailler. C'est exactement ce que vous faites. » Isabelle hocha la tête, mais il pouvait voir qu'elle se sentait toujours dépassée. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui dans sa confortable maison à Neuilly, Ricardo réalisa quelque chose d'important. Isabelle avait besoin de plus que de simples opportunités et ressources. Elle avait besoin d'un système de soutien qui comprenne son parcours. Pendant les semaines suivantes, il commença à la présenter à d'autres bénéficiaires de bourses, des jeunes qui avaient traversé des transitions similaires entre les mondes.
Il la mit en contact avec des professionnels issus de milieux modestes qui pourraient servir de mentors et d'exemples. Plus important encore, il s'assura qu'elle maintienne du temps avec ses amis du quartier, la gardant ancrée dans sa communauté. Isabelle commença à s'épanouir encore plus. Elle trouva un équilibre, apprenant à utiliser ses opportunités avec grâce, sans perdre son authenticité. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les demandes pour leur programme de bourse, en expansion, Isabelle tomba sur une qui la fit s'arrêter. « Monsieur Ricardo, regardez ça, dit-elle, lui tendant une demande. Elle était d'un petit garçon nommé Juanito, qui écrivait « Ma maîtresse dit que je suis spécial et que je dois rêver grand. Mais parfois les rêves semblent impossibles. Je veux étudier l'ingénierie pour construire de meilleures maisons pour les gens comme moi. » La demande continuait. Ma maîtresse m'a montré un collier en bois. Elle a dit qu'il appartenait à une petite fille nommée Isabelle, qui a prouvé que les rêves peuvent devenir réalité. Je veux être comme Isabelle. Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. Il est au courant de moi? Ricardo sourit. Votre histoire commence à inspirer d'autres enfants. La maîtresse de Juanito est en fait l'une des collègues de Madame Mendoza. Apparemment, elle raconte votre histoire pour encourager ses élèves. Isabelle s'assit en silence, assimilant le poids de se rendre compte que sa vie était devenue un exemple pour les autres. « Vous voulez dire que je suis déjà en train de faire la différence ?» demanda-t-elle doucement. « Vous faites la différence depuis le premier jour, ma puce. Chaque fois que vous vous présentez avec dignité malgré les difficultés, chaque fois que vous partagez votre histoire au lieu de la cacher, chaque fois que vous utilisez vos opportunités pour élever les autres, vous faites la différence. » Cette conversation déclencha une nouvelle phase dans le développement d'Isabelle. Elle commença à visiter les écoles, partageant son histoire avec des élèves plus jeunes. Sa chaleur naturelle et son authenticité résonnèrent avec des enfants qui se reconnaissaient dans ses expériences. Elle commença aussi à écrire. Inspirée par les histoires que sa mère racontait autrefois, Isabelle commença à documenter les récits de transformation qu'elle trouvait grâce à la Fondation. Des histoires d'enseignants qui donnaient tout, d'élèves qui surmontaient des difficultés impossibles, de familles qui soutenaient des rêves malgré leurs propres luttes. « Je veux préserver ces histoires, » dit-elle à Ricardo, « pour que les gens se souviennent que les miracles arrivent grâce à des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. » Ricardo fit en sorte que ces histoires soient publiées dans un petit livre. Le projet donna à Isabelle un sens du but au-delà de la simple réception d'aide. Elle contribuait activement à la narration de l'espoir et du changement. Mais peut-être, le développement le plus significatif arriva-t-il de manière inattendue. Alors que la confiance et le leadership d'Isabelle grandissaient, elle commença à remarquer des problèmes que même le programme de bourse ne pouvait pas résoudre. De nombreux enfants du quartier manquaient du soutien scolaire de base nécessaire pour même être admissibles aux bourses. Leurs écoles étaient en sous-effectif, les familles étaient dépassées, les ressources d'apprentissage étaient rares. « Monsieur Ricardo, dit-elle un jour, nous aidons certains enfants après qu'ils ont montré du potentiel. Mais ne devrions-nous pas créer des environnements où tous les enfants peuvent découvrir leur potentiel ?» Sa perspicacité était profonde. Ils commencèrent à développer des programmes extrascolaires, s'associant à des écoles locales pour fournir du tutorat, du mentorat et des activités d'enrichissement directement dans les communautés où vivaient les enfants. Isabelle devint le visage de ces programmes, visitant les quartiers, parlant aux parents, recrutant des tuteurs bénévoles parmi les professionnels qui avaient bénéficié de programmes similaires. Le travail était exigeant mais satisfaisant. Isabelle se retrouva partagée entre le travail scolaire, les activités de la Fondation et l'engagement communautaire. Parfois, elle se sentait épuisée, mais elle ne fut jamais malheureuse. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les données d'impact de leur programme, Isabelle fit une observation qui surprit tout le monde. « Vous savez ce que j'ai appris? Le plus grand cadeau de ma mère n'a pas été les opportunités qu'elle a offertes à des élèves individuels. Ce fut de leur apprendre qu'ils avaient la responsabilité de rendre ces opportunités. C'est pour cela que vous avez réussi et que vous êtes venu chercher des moyens de rendre l'appareil. C'est pour cela que je ne peux pas seulement accepter de l'aide, je dois participer à l'aide aux autres. » Ricardo réalisa qu'Isabelle avait exprimé quelque chose qu'il avait ressenti mais qu'il n'avait jamais verbalisé.
Élise n'avait pas été seulement une enseignante. Elle avait été cultivatrice d'une philosophie de responsabilité mutuelle. Peut-être, dit-il pensivement, c'est pour cela que la coïncidence de vous rencontrer n'était pas vraiment une coïncidence. Peut-être que votre mère savait que sa philosophie avait créé un cycle qui finirait par se compléter. Isabelle sourit. Maman avait l'habitude de dire que tout arrive pour une raison, même quand on ne peut pas encore voir la raison. Alors que la fondation grandissait, ils rencontrèrent des défis qui mirent à l'épreuve leur détermination. Certains leaders communautaires se montrèrent sceptiques quant à leur motivation. Certaines écoles résistaient au changement. Certaines familles étaient trop fières pour accepter de l'aide. Certains bénéficiaires luttaient avec la transition entre les mondes. Chaque obstacle les força à affiner leur approche, à écouter plus attentivement, à répondre plus authentiquement aux besoins réels au lieu de solutions imposées. Isabelle s'avéra essentielle pour relever ces défis. Ses origines lui donnèrent de la crédibilité dans des communautés qui auraient pu rejeter les étrangers. Ses opportunités actuelles lui donnèrent accès à des ressources dont les communautés avaient besoin. Sa jeunesse lui donna l'énergie de jeter des ponts que les adultes avaient parfois acceptés comme permanents. Mais que se passerait-il quand le passé d'Isabelle rattraperait enfin son présent de manière inattendue? Mais le défi qui mit le plus à l'épreuve Isabelle, personnellement, vint d'une source inattendue. L'envie de certains de ses anciens amis. « Tu es déjà différente » l'accusa son amie d'enfance, Marie. « Tu parles différemment, tu t'habilles différemment, tu te crois meilleure que nous. » Isabelle se sentit déchirée. C'étaient des enfants avec qui elle avait grandi, partagé des repas, joué dans les rues poussiéreuses. Elle n'avait pas voulu tant changer qu'ils se sentent abandonnés. Cette nuit-là, elle pleura avec Carmen. « Peut-être que je suis en train de devenir différente. Peut-être que je n'ai plus ma place ici. » Carmen l'embrassa fort. « Ma puce, grandir ne signifie pas laisser derrière soi d'où tu viens. Mais parfois, cela signifie grandir au-delà des limites que les autres acceptent, encore pour eux-mêmes. Mais je ne veux pas perdre mes amis. Les vrais amis ne veulent pas te maintenir petite, ma puce. Ils veulent grandir avec toi. » Isabelle prit les mots de Carmen au sérieux. Elle commença à faire des efforts particuliers avec ses amis d'enfance, non pas pour rester petite pour eux, mais pour les inviter dans sa croissance. Elle organisa des groupes d'études, partagea des ressources, créa des opportunités pour qu'ils participent aux activités de la Fondation. Certains répondirent positivement. Marie, malgré son ressentiment initial, commença lentement à rejoindre les séances de tutorat d'Isabelle. D'autres restèrent distants, incapables ou peu disposés à ajuster leurs perspectives. Isabelle apprit une leçon douloureuse mais importante. Tous ceux que vous aimez ne pourront pas vous accompagner à chaque étape de votre parcours. Mais cela ne signifie pas que vous arrêtez de les aimer ou de vous sentir reconnaissante pour le rôle qu'ils ont joué dans votre développement. Le jour qui allait devenir le point culminant du voyage transformateur d'Isabelle commença de manière assez ordinaire. Elle était à la fondation examinant les demandes de bourse lorsqu'elle reçut un appel inattendu. « Isabelle, » dit la voix à l'autre bout, « c'est Madame Mendoza de l'école de votre mère. Il s'est passé quelque chose de merveilleux. Le ministère de l'Éducation a été informé de notre projet de jardin et souhaite le mettre en avant dans son programme national d'innovation scolaire. » Isabelle ressentit une vague d'émotion, mais aussi de nervosité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils veulent que vous présentiez le projet à une conférence nationale sur l'éducation. Vous parleriez à des ministres, à des éducateurs de tout le pays, à des décideurs. C'est un grand honneur. Après avoir raccroché, Isabelle resta silencieuse, stupéfaite. Il y a 1 an, elle vendait des bonbons dans la rue. Maintenant, on l'invitait à parler à une conférence nationale. Quand elle le dit à Ricardo, son visage s'illumina de fierté. « Votre mère serait si fière. Non seulement vous avez honoré son héritage, mais vous l'avez élargi au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. » Mais Isabelle se sentait terrifiée. « Et si je gâche tout? Et si je n'ai pas ma place là-bas? Ce sont des gens importants, des gens instruits. » « Isabelle, » dit Ricardo fermement, « vous avez votre place partout où il y a des gens qui se soucient de l'éducation et des opportunités. Votre voix compte précisément parce que vous avez vécu les 2 côtés de cette histoire. » Carmen, écoutant, ajouta sa sagesse. « Ma puce,
Vous n'avez jamais été du genre à reculer devant les défis. Pourquoi commencer maintenant? Les semaines précédant la conférence se transformèrent en un tourbillon de préparation. Isabelle travailla avec des coachs professionnels pour affiner sa présentation, mais le message central resta authentiquement le sien. L'éducation ne se limite pas à transmettre des informations, il s'agit de créer des ponts entre les mondes, des opportunités de transformation et des cycles de dons en retour. Elle décida de porter le collier de sa mère le jour de la présentation. Cela lui servirait à la fois d'encre au passé et d'inspiration pour l'avenir. Le matin de la conférence, Isabelle se réveilla avant l'aube. Elle se regarda dans le miroir. Une jeune fille d'à peine 14 ans qui avait grandi au-delà de son âge. La robe qu'elle portait était simple mais élégante, un cadeau de Ricardo qui avait insisté pour l'acheter pour l'occasion. Mais le véritable trésor était autour de son cou, le collier en bois sculpté qui avait appartenu à sa mère. « Élise », murmura-t-elle au miroir, touchant le pendentif, « j'espère que je vous rendrai fière. » Ricardo vint la chercher tôt, et pendant le trajet vers Paris où se tiendrait la conférence, ils parlèrent à peine. Isabelle regardait par la fenêtre, voyant le paysage changer de quartiers pauvres à des zones prospères, de rues poussiéreuses à des avenues pavées. C'était une métaphore visuelle de son propre voyage. « Isabelle, » dit Ricardo finalement, « je veux que vous sachiez quelque chose. Gagner ou perdre aujourd'hui n'est pas important. L'important, c'est que vous soyez arrivé jusqu'ici, votre mère. Serait émerveillée de voir ce que vous êtes devenu. » Isabelle hocha la tête, ressentant le poids des mots. Parfois, je me demande si elle savait que cela arriverait, si, d'une certaine manière, elle avait prévu que vous et moi nous rencontrions. Votre mère était une femme spéciale, concorda Ricardo, mais je crois que cela dépasse tout plan. C'est l'univers qui s'assure que les actes de bonté ne se perdent jamais. Ils arrivèrent à l'élégant hôtel où se tenait la conférence. Isabelle se sentit immédiatement déplacée parmi les costumes coûteux, les cravates de soie et les diplômes accrochés. Mais Ricardo lui rappela « Vous n'êtes pas là pour impressionner qui que ce soit. Vous êtes là pour partager une vérité qu'ils ont besoin d'entendre. » En attendant dans le salon vert, Isabelle rencontra d'autres présentateurs. Une médecin qui avait révolutionné l'enseignement de la médecine dans les zones rurales. Un ingénieur qui avait créé des programmes d'enseignement technique pour les communautés marginalisées. Tous avaient des histoires de surmonter les obstacles pour créer le changement. « Et vous, que faites-vous » lui demanda un professeur d'université distingué, ajustant ses lunettes chères. « J'aide à créer des ponts », répondit simplement Isabelle. Entre des mondes qui semblent parfois ne pas pouvoir se connecter. Le professeur s'attendait à une réponse plus académique, mais quelque chose dans la sincérité d'Isabelle l'incita à prêter attention. Quand vint son tour de présenter, Isabelle monta sur le podium avec une détermination née non pas de la confiance, mais du but. L'auditorium était plein, ministres, directeurs d'école, décideurs, éducateurs renommés. Elle commença par la vérité la plus simple. « Je m'appelle Isabelle Martin, et il y a moins de 2 ans je vendais des bonbons dans la rue pour survivre. » Le salon resta silencieux. Ce n'était pas l'ouverture académique typique qu'ils attendaient. « Mais avant de vendre des bonbons, continua-t-elle, j'étais la fille d'une enseignante qui croyait que l'éducation ne concernait pas les bâtiments, les programmes ou les budgets. Il s'agissait de voir le potentiel là où d'autres voient des problèmes. » Elle raconta son histoire avec honnêteté et grâce. La mort de sa mère, sa vie à vendre des bonbons, sa rencontre avec Ricardo, la découverte du collier. Mais surtout, elle parla de ce qu'elle avait appris. Que l'éducation réussit non pas quand on crée des programmes pour changer les pauvres, mais quand on crée des ponts qui permettent aux gens de se transformer tout en honorant d'où ils viennent. « Ma mère a donné un simple collier à un enfant qui luttait, » expliqua-t-elle en touchant son pendentif. « Ce collier est devenu un symbole, non de charité, mais de croyance. Et cette croyance a grandi en action, qui s'est transformée en opportunité, qui a créé plus de croyances. » Le public était captivé. Plusieurs personnes essuyèrent leurs larmes. Mais la véritable leçon, continua Isabelle, n'est pas la transformation individuelle. Il s'agit de créer des cycles. Ma mère enseignante a planté des graines chez un enfant qui croyait qu'il n'était rien. Cet enfant a grandi pour devenir un homme capable de planter plus de graines. Et maintenant, en tant qu'une de ces graines, j'ai la responsabilité de continuer à planter. Elle conclut.
L'éducation n'est pas une rue à sens unique où les éduqués aident les non-éduqués. C'est un cercle où chacun enseigne et apprend, donne et reçoit. Ma mère comprenait cela. Elle savait que lorsqu'on éduque vraiment quelqu'un, on ne change pas seulement sa vie, on crée une onde qui se poursuit à travers les générations. Quand elle eut terminé, les applaudissements furent assourdissants. Les gens se levèrent. Plusieurs participants vinrent la voir après, désireux d'en savoir plus sur l'approche de sa fondation. Mais le moment le plus important vint après, quand une dame âgée s'approcha, les larmes aux yeux. « Mademoiselle, dit-elle, je suis le docteur Patricia Leclerc, la ministre de l'Éducation. Mais plus important encore, j'ai aussi été enseignante du primaire pendant 20 ans avant d'entrer en politique. Votre histoire me rappelle pourquoi je suis devenue enseignante en premier lieu. » Le docteur Leclerc continua. « Nous voulons que votre fondation devienne un modèle national. Nous voulons vous aider à reproduire cette approche dans toute la France. » Isabelle se sentit dépassée. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Ce soir-là, lors du dîner de remise des prix, la Fondation Élise Martin fut officiellement reconnue comme un modèle innovant de développement éducatif. Isabelle accepta le prix avec grâce. Mais dans son discours, elle le dédia à tous les enseignants qui croient aux rêves impossibles. En s'endormant ce soir-là, Isabelle réfléchit à son incroyable parcours. De la vente de bonbons dans la rue à la prise de parole devant les ministres de l'Éducation, des larmes versées pour sa mère seule, à la poursuite d'un héritage qui grandissait au-delà de ses rêves les plus fous. Mais peut-être le plus important fut ce qui se passa quand ils retournèrent au quartier. Les nouvelles de la reconnaissance d'Isabelle s'étaient répandues. Quand ils arrivèrent au bureau de la Fondation, ils trouvèrent une foule qui attendait. Non seulement la famille et les amis, mais aussi des gens de toute la communauté. « Isabelle, cria José, l'enfant qu'elle avait mentionné à Ricardo des mois auparavant, j'ai entendu ce que tu as fait. Tu as parlé pour nous tous. » Sa mère s'avança. « Mon fils a participé à vos programmes extrascolaires. Pour la première fois, il parle d'étudier la médecine. Il dit que vous lui avez montré que c'est possible. » D'autres personnes se présentèrent avec des histoires similaires, des enfants qui avaient trouvé l'espoir, des parents qui avaient trouvé des ressources, de jeunes adultes qui avaient trouvé une direction. Isabelle réalisa quelque chose de profond. Le succès ne se mesurait pas seulement au prix ou aux reconnaissances, il se mesurait aux vies qui avaient changé, aux rêves qui étaient devenus possibles, aux cycles de dons qui continuaient à s'étendre. Carmen essuya les larmes de fierté. « Ta maman savait que ce jour arriverait. Elle a toujours dit que tu étais destiné à quelque chose de grand. » Ricardo posa une main sur l'épaule d'Isabelle. « Tu as fait plus qu'honorer la mémoire de ta mère. Tu as prouvé que sa philosophie fonctionne. Un enseignant, un élève, un acte de bonté à la fois. » Au cours des mois suivants, leur travail explosa avec de nouvelles possibilités. La reconnaissance de la conférence apporta des ressources, des partenariats et une attention médiatique. Mais Isabelle insista pour rester enracinée dans le travail communautaire local. Elle institua une règle. Pour chaque nouvelle opportunité ou ressource qui arrivait à la Fondation, ils renforceraient leurs racines dans le quartier où tout avait commencé. De nouveaux programmes furent lancés. Des initiatives de formation pour les enseignants, des cours d'éducation pour les parents, le développement du leadership des jeunes, des points d'accès à la technologie, tous conçus non pas pour éloigner les gens de leur communauté, mais pour donner aux communautés les moyens de se relever. Isabelle poursuivit ses études tout en équilibrant des responsabilités croissantes. Elle commença à rêver de l'université, peut-être en étudiant la politique éducative ou le développement social. Mais elle savait que, quel que soit son parcours, son engagement à poursuivre l'héritage de sa mère resterait central. 1 an après la conférence, à l'anniversaire de la mort d'Élise, ils célébrèrent une cérémonie spéciale dans le jardin commémoratif, qui était devenu un bel espace de réflexion et d'apprentissage. Les familles se réunirent. D'anciens élèves d'Élise partagèrent leurs souvenirs. Les bénéficiaires actuels de la Fondation parlèrent de leurs rêves et de leurs progrès. Alors qu'Isabelle se tenait devant l'assemblée, elle sentit fortement la présence de sa mère. « Ma mère a planté des graines qui ont continué à croître bien après son départ, dit-elle. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement sa mémoire, mais aussi la récolte de ces graines. Et surtout, nous nous engageons à poursuivre l'ensemencement. » Elle regarda Ricardo, qui était devenu comme un père pour elle.
Elle regarda les familles dont la vie avait changé. Elle regarda les jeunes remplis de nouveaux rêves. Élise Martin a enseigné que l'éducation ne consiste pas à changer les gens, mais à révéler l'extraordinaire qui existe déjà en eux. Aujourd'hui, nous voyons la vérité de cette philosophie dans chaque histoire, chaque opportunité, chaque acte de bonté qui continue le cycle. Alors que le soleil se couchait sur le quartier ce jour-là, Isabelle resta sur le banc commémoratif, caressant la feuille de bois sur son collier. Elle pensa au cycle, comment les graines tombent pour créer une nouvelle croissance, comment les enseignants inspirent des élèves qui deviennent à leur tour des enseignants, comment les actes d'amour résonnent à travers les décennies. La vie avait bouclé une belle boucle. Ce qui avait commencé comme la simple bonté d'une enseignante était devenu un mouvement qui touchait des centaines de vies. Et ce n'était que le début. Alors qu'elle approchait de ses 15 ans, Isabelle savait que son histoire ne faisait que commencer. Elle avait toute une vie devant elle, pour continuer à honorer l'héritage de sa mère, pour continuer à construire des ponts entre les mondes, pour s'assurer que chaque enfant ait la possibilité de découvrir son propre potentiel extraordinaire. Le collier de bois autour de son cou n'était plus seulement un souvenir du passé, c'était un symbole de l'avenir, de toutes les graines qu'il restait encore à planter, de tous les ponts qu'il restait encore à construire, de tous les rêves qui n'avaient pas encore pris leur envol. Élise Martin avait commencé quelque chose de beau avec un simple acte de foi envers un enfant oublié. Sa fille, Isabelle, avait pris cette foi et l'avait transformée en un héritage qui continuerait de croître, une génération à la fois, un acte de bonté à la fois, un rêve devenu réalité à la fois. Et quelque part, dans le mystère de l'existence, Isabelle savait que sa mère souriait, fière non seulement de ce que sa fille avait accompli, mais aussi de ce qu'il restait encore à accomplir. Le cercle continuerait, les graines continueraient à germer, et l'espoir continuerait à fleurir entre les mains de ceux qui sont suffisamment courageux pour croire au pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Félicitations. Écrivez 7 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une des histoires sur votre écran.